J'aimerais maintenant qu'on passe la parole au docteur Bensadon, Anne-Carole Bensadon. J'allais dire, alors, on va pas vous mettre... Il faut que le truc soit vert. Il faut que le truc soit vert. Voilà. Voilà. Il faut que le truc soit vert, et voilà. Et donc, vous présidez, si je peux me permettre, on va pas dire trop, hein, mais quand même... Vous incarnez un peu ce que sont les politiques publiques, quelque part un regard d'expertise publique très très reconnu sur justement sur ce que va être à la fois les politiques de santé publique et la santé travail. On se connaît sur ces terrains-là depuis longtemps. Comment vous êtes arrivé, j'allais dire, à vous saisir de ce sujet, et en ce moment quels sont vos grands axes, notamment en matière de prévention et plus particulièrement à l'hôpital? Alors sur la partie articulation santé publique, santé travail, je dirais presque un peu, de manière presque un peu fortuite, mais il y a de nombreuses années, parce qu'à l'IGAS, on travaille, donc l'inspection générale des affaires sociales est sur un champ très très vaste, hein, qui comprend le champ travail et le champ sanitaire, et qu'on s'est parlé entre collègues, et que je ne sais plus vraiment comment c'est arrivé, mais en fait... j'avais lu pas mal de choses et il y avait toujours à chaque fois un point dans ma littérature que je trouvais très intéressant, c'était de dire on ne peut pas saucissonner les personnes, c'est un tout. Et donc la prévention des risques professionnels, certes, c'est super important, mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas prendre les gens dans la globalité? Alors il y a tout ce qui a été mis en place et on voit bien l'importance de la confidentialité, comme ce sont des choses compliquées, mais comment on fait aussi pour avancer sur ces choses-là et pour que une personne, ce soit globalement une personne dans sa globalité, que par rapport à ça. Ça, c'était une première approche. Et puis bon, j'ai travaillé beaucoup sur le système hospitalier, le système de santé en général, y compris sur des réformes de financement. Bon, c'est des champs très, très variés, hein, et y compris sur la toute dernière réforme de financement qui n'a pas été forcément très bien comprise au début, en tous les cas, mais qui était de dire on ne peut plus faire du tout tarification à l'activité. Ça suffit, c'est un modèle qui encourage à faire beaucoup d'activités. Il faudrait voir comment on peut financer différemment l'hôpital, les établissements de santé. Et donc on a eu une réflexion à partir de ça. Donc moi j'ai fait partie de ce qu'on appelle la task force pour proposer des choses. Et on a proposé ce qui a été pour le coup voté, hein, de faire quelque chose en 3 compartiments. Un compartiment où on financerait à l'activité, il ne s'agit pas de tout jeter à la poubelle, mais quelque chose quand même où on donnerait une dotation de santé publique. Alors aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de choses qui rentrent dans cette dotation, mais le fait de le reconnaître en tant que tel, c'est aussi reconnaître un rôle quand même particulier de l'établissement de santé. Un établissement de santé, c'est lui aussi, il prend les gens dans la globalité. Hein, quand vous venez pour quelque chose et que le soignant il s'aperçoit, ou le médecin, que la personne elle a autre chose ou un autre problème, on ne lui dit pas non, tu es venu pour ça, donc la prochaine fois, prends un autre rendez-vous. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y avait vraiment cette question-là, de voir comment on reconnaissait ça. Et puis effectivement aussi des missions spécifiques. Vous avez parlé de recherche. Aujourd'hui, on a un financement spécifique sur la recherche, mais pas que. Il y a aussi des établissements qui travaillent sur le recours. Enfin voilà, c'était proposer en tous les cas un financement en 3 compartiments. Alors on est arrivé aujourd'hui à ce financement en 3 compartiments. Et donc dans un des compartiments, celui qui s'appelle dotation de santé publique, moi j'ai retravaillé ensuite sur une mission spécifique qui était de dire... On parle de la prévention, c'est bien sympathique, mais si on n'a pas quelque chose de systémique sur la prévention, si c'est le truc en plus, un peu la cerise sur le gâteau, vu tout ce qu'il y a à faire dans un hôpital, ça va être quand même compliqué de le mettre en place. Et alors, d'autant plus, et je suis contente que vous ayez abordé la prévention primaire, la prévention primaire à l'hôpital, c'était un peu... Alors, pas partout, bien évidemment, on a vu des initiatives en France tout à fait intéressantes, hein, mais c'est un peu le parent pauvre aussi. On dit, enfin, il y en a d'autres qui le font. Mais en fait, non, il y a beaucoup de littérature très importante, du Haut Comité de santé publique, de beaucoup de gens assez reconnus qui disent, mais l'établissement de santé, c'est quand même un maillon extrêmement important. Et quand quelqu'un, dans un établissement de santé, au cours d'une hospitalisation, on lui dit quelque chose en termes de prévention, ça a une certaine portée. De même que quand vous sortez de l'hôpital avec une prescription, par exemple, d'une certaine molécule, bonne chance pour le faire changer derrière en ville si jamais on veut le changer. C'est les défauts et les qualités de l'hôpital, mais les spécificités. Je dis hôpital, mais c'est établissement de santé. Donc voilà. Et alors, dans tout ça, vous allez me dire, mais moi je suis sur une table ronde santé des soignants, mais qu'est-ce que je fais là? Mais parce qu'en fait, quand on a travaillé sur le modèle, on nous a demandé d'aller regarder un modèle chez les Anglais. Bon, alors, pour dire rapidement, c'est pas des modèles dans tous les domaines, mais sur ce point-là, ils avaient fait quelque chose d'assez intéressant et sur lequel ils ont une grande ancienneté qui s'appelle « Making every contact count ». Ça veut dire pour que chaque contact compte. L'idée, c'est de dire, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va venir à l'hôpital, on va avoir un échange avec lui en termes de prévention primaire pour lui dire un peu qu'est-ce qui serait favorable pour lui comme comportement pour qu'il soit en meilleure santé. Mais il faut que ce soit volontaire.
de la personne qui délivre le message et de la personne qui le reçoit, on ne s'impose pas, avec 3 types d'interventions. Une intervention très très brève. Alors bon, ça concerne les médecins, mais il faut dire ce qu'il est, ça concerne énormément, beaucoup au personnel infirmier, hein, parce qu'il y a certaines proximités, voilà. Donc c'était un point important. Et donc l'idée c'était aussi de ne pas travailler sur tout, parce qu'on ne peut pas, donc intervention très brève c'est genre 2 minutes. Et il y a de la littérature, ils ont fait plein d'études qui prouvent que même 2 minutes, quand vous discutez avec quelqu'un en termes de 2 minutes, en termes de nutrition, ça peut suffire pour qu'il se pose des questions, qu'il s'interroge. Et ça, c'est ce qu'on appelle evidence-based. C'est traduit dans la littérature, c'est probant. Ça a vraiment des choses qui ont été démontrées. C'est pas juste, tiens, une impression, ce machin a l'air pas mal, on va le faire. Donc, il y avait ça. Et puis, le troisième partie qui demande plus de temps, qui est la partie d'orientation. Comment j'aide les gens si, par exemple, il y a un problème... alors, on a pris 4 déterminants qui sont ceux qui interviennent le plus sur mortalité et morbidité évitable, hein, qui sont alcool, tabac, alimentation et activité physique. Bon, dit comme ça, tout le monde, ça a l'air d'être à la portée de tout le monde, mais c'est pas très vrai, parce que sur alcool et tabac, il y a un regard souvent très compliqué par rapport aux collègues, puis on n'a pas vraiment envie de raconter sa vie à l'hôpital. Donc tout ça, c'est un point qui est assez intéressant. Et donc on est allé en Angleterre, on a regardé, on est allé dans les hôpitaux, on a discuté avec le NHS, enfin après on a eu des longs échanges avec le Pays de Galles. Et en fait, ce qui était très intéressant, et ce qui nous ont bien fait comprendre, c'est que les premiers qui doivent être bénéficiaires de ça, et c'est très... Eh bien, ce sont les soignants de l'établissement. Parce que d'abord, on le leur doit, d'une certaine manière, puisque c'est quand même eux qui vont fonctionner énormément la structure, et qu'ensuite, si eux, ils ne voient pas l'intérêt d'une démarche de ce type, il n'y a pas de raison qu'ils arrivent quelque part à la mettre en place. Et donc, en insistant sur le fait que c'est une démarche qui doit rester volontaire, que c'est sur ces 4 déterminants. Et pourquoi 4 déterminants et non pas 12? Parce que si on veut derrière avoir des financements pour ça, il faut derrière qu'on ait un peu de résultats, entre guillemets. Si vous prenez 250... Bien sûr, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Moi, je peux vous citer les écrans, enfin, je peux en citer plein. Mais sur ces 4-là, en termes de morbidité, mortalité évitable, on est certain qu'on touche énormément et on pourra faire le lien avec des dépistages d'autres pathologies. On a beaucoup d'articles scientifiques qui le montrent. Voilà, donc nous, l'IGAS, ça fait des propositions, ça ne décide pas. Il faut quand même être clair. Donc voilà, donc, nous, on a proposé. On sait que c'est un rapport qui a été fait avec 2 collègues, Benjamin Maurice et Frédéric Turblin, donc et moi-même, les 3. On y a passé pas mal de temps. On a essayé de le faire de manière très pragmatique. Vous pouvez le trouver sur le site de l'IGAS, il est publié. Et après, on espère qu'un jour, les politiques s'en serviront pour pouvoir faire des choses. Bon, on est un peu optimiste parce qu'à l'IGAS, des fois, on produit des choses et c'est un peu plus tard que c'est mis en œuvre. Donc nous, on n'est pas du genre à désespérer. Et surtout, ça nous semble vraiment, vraiment, vraiment important de faire quelque chose et de montrer que ce côté prévention et prévention primaire, il a sa place à l'hôpital et d'abord sa place au bénéfice des gens qui font vivre l'établissement de santé. Voilà. Merci Anne-Carole, et effectivement bravo pour ce rapport. Alors on a besoin de vous pour vous dire les choses, on a besoin de vous pour continuer à diffuser cette parole et pour avoir à l'intérieur des établissements de soins, quels qu'ils soient, à la fois une forme de demande ou au moins d'interrogation pour essayer de faire évoluer les choses. Alors on aura sur notre site à la fois je fais un abstract de ce rapport qui est tout à fait remarquable, et c'est vrai que c'est rare, j'allais dire, d'être mais de vous considérer comme une institution. Vous n'êtes pas perso une institution, mais que les institutions soient tellement porteuses de quelque chose de positif et de fort pour l'avenir. Souvent, on a des rapports et voilà, mais là, c'est vraiment très préfigurant et très, très porteur et très pratique. Et effectivement, c'est considéré, on parlait tout à l'heure de 19 millions de Pékin dont on est de temps en temps et qui faisons un passage plus ou moins. Donc, c'est au moins 19 millions d'opportunités, comme dirait l'autre. Et le temps qu'on reste, c'en est encore autant. Donc vraiment merci de souligner ça. On va